Merci. Je parle, je pense que là, celui-là. Les deux sont possibles. Les deux. Un, deux, un, deux, un, deux, un, deux. Ça fait l'enregistrement du son. OK. Est-ce que vous m'entendez bien? OK. OK, donc bonsoir à toutes et tous et merci d'être venus nous écouter ce soir. Donc, je m'appelle Alexandre Richard, ma collègue c'est Wenjie Jiang et nous allons vous présenter un petit peu l'histoire de la pensée économique chinoise. Et comme l'a dit David, nous sommes enseignants à Suzhou, au sein de l'Institut franco-chinois de l'Université Jeune-Mine de Chine. Et nous venons ici vous présenter un ouvrage qui va sortir la semaine prochaine, qui s'intitule Histoire de la pensée économique chinoise. Mais avant tout, je voudrais remercier la Société d'histoire des Français de Chine, ainsi que particulièrement Gauthier Roux et David Morisot pour leur invitation, pour l'organisation de cette conférence. Merci également à la CCI, bien évidemment, et à toutes et tous d'être venus ce soir. Quel est l'objectif de notre présentation? L'objectif de cet événement, c'est de vous présenter brièvement notre livre, Histoire de la pensée économique chinoise, les textes fondateurs, dont la publication est prévue le 26 novembre prochain, la semaine prochaine. Cet ouvrage est publié par les éditions Slatkin Honoré Champion dans la collection Naissance de l'économie politique, qui est une collection qui édite des textes anciens pour ceux qui ont étudié un peu l'économie, tout ce qui est avant les économistes classiques, Adam Smith, Jean-Baptiste Say, Thomas Robert Malthus, David Ricardo. Donc vraiment une collection qui édite des textes anciens, majoritairement français, mais là aussi pour la première fois des textes chinois. Quel est l'objectif de ce livre que nous avons écrit? C'est de faire connaître la pensée économique chinoise, sa richesse et sa diversité. On va essayer de le montrer un peu ce soir aux lecteurs francophones. Voilà, c'est un ouvrage qui est écrit en français, qui est dédié aux lecteurs francophones et qui a pour objet de faire connaître la pensée chinoise, la pensée économique chinoise dans toute sa richesse et toute sa diversité. Le livre est long, hein. Dans ce livre, alors qu'est-ce que nous faisons? Nous éditons les textes fondateurs de la pensée économique chinoise. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement, éditer les textes fondateurs? Ça veut dire qu'en fait, dans chaque chapitre, nous présentons un auteur, ses idées les plus importantes, et puis ensuite on livre les textes les plus importants de cet auteur, ses publications les plus importantes, des chapitres, des extraits de chapitres. Voilà, donc pour chaque chapitre, présentation de l'auteur, petite biographie, résumé de ses idées les plus importantes, et puis ensuite vous avez la matière première, la source primaire, le texte brut de Lao Tzu, de Kongzi, etc. L'ouvrage est très long, je le disais, il compte 7 parties, 16 chapitres, qu'il nous est absolument impossible de vous présenter de manière exhaustive ce soir. On a donc fait des choix et on a choisi de se concentrer sur l'essentiel, on a choisi de se concentrer sur les 3 courants de la pensée chinoise qui nous paraissent les plus importants. Nous allons vous parler ce soir du taoïsme, du confucianisme et du légisme. Donc nous parlerons des 3 premières parties. Nous n'aborderons pas les ouvrages historiographiques comme les mémoires du grand historien de Sima Qian. Nous n'aurons pas le temps de parler des libéraux de l'école de Yongjia sous la dynastie des Song du Sud. Nous n'aurons pas le temps de parler malheureusement de la dispute sur le sel et le fer et d'autres débats célèbres ou d'auteurs plus proches de nous. Nous allons donc vous parler du taoïsme, du confucianisme et du légisme. Je vais faire une petite introduction pour vous parler du contexte, puis ma collègue Wenjie parlera des taoïstes et des confucéens, et je reprendrai la parole à la fin de cette conférence pour vous parler des légistes. Donc le contexte historique, il vous faut savoir que la pensée économique chinoise est née il y a très très longtemps. Elle est née pendant la période des printemps et automnes, qui durait de 771 à 481 avant Jésus-Christ, et elle s'est ensuite développée au cours de la période suivante, c'est-à-dire la période des royaumes combattants, qui allait de 481 à 221 avant Jésus-Christ. À ces époques anciennes, comme vous le voyez sur nos magnifiques cartes, la Chine n'était pas encore unifiée, mais elle était divisée en petits royaumes, et ça aura son importance dans les différentes parties pour bien comprendre la pensée de nos auteurs. Donc la Chine n'était pas unifiée, mais divisée en petits royaumes, ce jusqu'à une date très importante, jusqu'à la victoire finale du royaume de Qin, à l'ouest, sur votre gauche, et l'établissement de la dynastie Qin en 221 avant Jésus-Christ par l'empereur Qin Shi Huang. C'est l'empereur qui a sa fameuse armée en terre cuite à Xi'an. Différentes écoles de pensée ont émergé pendant ces périodes anciennes, pendant la période des printemps et automnes et celle des royaumes combattants. Le taoïsme, inspiré par Lao Tzu, qu'on appelle en Occident Lao Tzu. Le confucianisme, inspiré par Kongzi, qu'on connaît sous le nom de Confucius. Et puis, un peu moins connu, voire beaucoup moins connu, le légisme, qui a été inspiré par Guanzhong
et dont le corpus théorique a été développé par des auteurs comme Shang Yang et Han Feize. Toutes ces écoles de pensée ont publié des ouvrages, des textes philosophiques et politiques qui incluent des idées économiques. Pourquoi je précise ça? Parce que si je vous parle de Lao Tzu et de Confucius, vous ne pensez pas à des économistes, vous pensez avant tout à des philosophes. Et c'est bien normal, parce que dans l'Antiquité chinoise, il n'y avait pas d'économistes professionnels. Il y avait des grands intellectuels, des grands érudits qui traitaient de questions philosophiques, qui traitaient de questions scientifiques, qui traitaient de questions politiques et aussi un peu d'économie. Donc ça peut paraître bizarre de prime abord de présenter Lao Tzu ou Confucius comme des économistes, mais ils ont écrit aussi sur les questions économiques. Et en fait, si vous regardez les choses de plus près, c'était la même chose en Occident, c'était la même chose dans le monde arabe pendant l'Antiquité et le Moyen Âge. En Europe, dans le monde arabo-musulman, à l'Antiquité, au Moyen Âge, vous n'avez pas d'économistes professionnels, mais vous avez quand même des grands intellectuels qui ont traité des questions économiques, comme par exemple Aristote, Thomas d'Aquin, Ibn Khaldun, qui ont développé des idées politiques, scientifiques, mais aussi des idées économiques. Si je vous parle d'Aristote, vous pensez avant tout à un philosophe, mais Aristote, dans l'Éthique à Nicomaque, il a détaillé quelles sont les trois principales fonctions de la monnaie. La monnaie, c'est un intermédiaire des échanges. La monnaie, c'est une unité de compte. La monnaie, c'est une réserve de valeur. C'est Aristote, le grand philosophe Aristote, qui l'a mis sur papier à une époque très ancienne. Donc voilà, c'est la même chose en Europe, c'est la même chose en Chine. Vous n'avez pas d'économistes professionnels, vous avez des gens qui sont surtout connus comme des philosophes, comme des grands intellectuels, mais qui s'emparent de ces questions économiques. La pensée économique est donc née à des époques très anciennes et la pensée économique sur la scène mondiale, elle est née en Chine, elle est née dans le monde chinois. Voilà, c'est en Chine que l'on trouve l'antériorité des premiers raisonnements économiques. Comme le soulignait le sinologue français Michel Cartier dès 1988, la Chine pourrait à juste titre revendiquer l'honneur d'avoir inventé la pensée économique. C'est ce qu'on va essayer de vous montrer ce soir. Et je passe donc la parole et le micro à Wenjie qui va vous parler des taoïstes et des Confucéens. Bonsoir à toutes et à tous. Je vous remercie sincèrement de votre présence, ainsi que la Société d'histoire des Français de Chine pour son accueil chaleureux. Et merci aussi pour mon collègue Alexandre pour son micro et le parole. Et maintenant, vous allez devoir supporter mon accent d'étrangère. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, qui est la présentation des textes fondateurs, il est essentiel de situer le contexte philosophique. Le philosophe allemand Karl Jaspers a introduit le concept d'âge axial comme l'a mentionné mon collègue Alexandre, entre le 8e et le 3e, 2e siècle avant notre ère, toutes les grandes civilisations du monde ont vu émerger leurs grands penseurs pionniers. En Chine, le confucianisme, le taoïsme et le légisme sont nés au cours de cette période. Ces trois écoles de pensée n'ont pas seulement façonné le système politique et la structure sociale de la Chine ancienne, elles ont également profondément influencé les modes de pensée et les valeurs du peuple chinois jusqu'à nos jours. Et la pensée confucienne, initiée par Confucius et développée par Mencius et Xunzi, est établie comme orthodoxie sous la dynastie des Han au IIe siècle avant notre ère. Son objectif central est la construction d'une société des hommes à la fois harmonieuse et ordonnée. Confucius a introduit le concept de bienveillance, on dit en chinois ren, faisant reposer l'ordre social sur les normes rituelles, on dit li en chinois, et insistant sur les relations morales entre les individus. Et pour les taoïstes, représentés principalement par Lao Tzu et Zhuangzi, le taoïsme cherche à comprendre les lois fondamentales de l'univers, dont l'ordre humain n'est qu'un élément régi par les mêmes règles. Il prône le principe la voie suit la nature, et favorisant la conformité à l'ordre naturel plutôt que l'intervention humaine artificielle. Le taoïsme aspire à la liberté spirituelle absolue. Sur le plan politique, il prône la sagesse du gouvernement par la non-intervention.
Et sur le plan culturel, il sert souvent de refuge et de réconfort spirituel aux lettrés qui sont épuisés dans la lourdeur des tâches du gouvernement et de l'administration. Dans le domaine artistique, il a influencé la poésie, la peinture et l'art des jardins chinois. Et le légisme est né de bouleversements sociaux avec des figures comme Shang Yang et Han Feizi. Il a établi une théorie de gouvernement centrée sur l'application stricte et intransigeante de la loi, les stratagèmes politiques et le système de récompense et punition. Et le premier empereur Qin Shi Huang a adopté les principes légistes pour unifier les 6 royaumes et établir le premier empire centralisé de Chine. Bien que la dynastie des Qin se soit effondrée rapidement, je suis désolée, et la conception institutionnelle légiste s'est enracinée dans le fonctionnement politique chinois. Ces 3 courants n'ont jamais existé isolément l'un de l'autre. Ils ont été en dialogue, en lutte et en fusion continuelle. Le confucianisme fournissait l'idéal moral et l'identité culturelle. Le taoïsme, le réconfort spirituel et le légisme, les instruments concrets de gouvernement. Comme le dit si bien l'adage, les lettrés fonctionnaires chinois, la Chine ancienne a formé une classe unique de lettrés fonctionnaires qui naviguait aisément entre ses pensées. Lorsqu'on réussit, on se consacre au bien du monde, en suivant les confucianismes. Dans l'adversité, on cultive sa propre personne en se tournant vers le taoïsme. Et dans la pratique politique, on employait également les méthodes légistes. Et ces 3 écoles se sont mutuellement assimilées et transformées au cours de l'histoire. Le confucianisme des Han a intégré la pensée des 5 éléments, on dit yin yang wu xing, plutôt en chinois. Le néo-confucianisme des Song et des Ming a incorporé l'ontologie bouddhiste et taoïste. Et le taoïsme, en se développant en religion taoïste, a également absorbé les normes éthiques confuciennes et le mode d'organisation légiste. Cette fusion a conféré une nouvelle vitalité à chaque école de pensée et a donné à la pensée chinoise son caractère synthétique. À travers l'histoire, les fluctuations de ces 3 écoles de pensée à différentes périodes reflètent les transformations des besoins sociaux. En temps de troubles sociaux, le gouvernement autoritaire légiste prédomine. Lors de la stabilisation initiale de la société, la pensée taoïste du non-agir est valorisée. Et en période de stabilité sociale, l'idéal confucien d'éducation morale occupe une position dominante. Ces variations cycliques témoignent des efforts continus de la civilisation chinoise pour trouver un équilibre entre idéal et réalité, morale et pragmatisme, liberté et ordre. Et maintenant, on va sur l'écran. C'est selon le professeur Ye Shichang, il est spécialiste de l'histoire de la pensée économique chinoise ancienne. Celle-ci se résume en 4 caractéristiques principales qui la distinguent de la pensée économique chinoise, de la pensée économique occidentale classique. Et premièrement, elle est orientée vers le gouvernement de l'État. Les questions économiques sont subordonnées aux besoins de la stabilité politique. Le débat entre droiture et profit affirme que les normes éthiques doivent prévaloir sur la simple poursuite des intérêts économiques. Et deuxièmement, sa base théorique est ancrée dans l'économie naturelle. L'agriculture est considérée comme l'occupation fondamentale. La sécurité du pays dépend de la population agricole, ce qui a conduit une tendance à limiter le développement industriel et commercial. Et troisièmement, elle prône un idéal politique de régulation étatique.
Dès l'Antiquité, une théorie de régulation de prix s'est formée, préconisant l'intervention active du gouvernement pour stabiliser les marchés, notamment par des institutions comme la péréquation des prix et les greniers régulateurs. Enfin, la pensée économique chinoise a toujours eu pour préoccupation centrale les recettes et dépenses fiscales. La fiscalité était directement liée à la stabilité du pouvoir et constituait une question sensible pour tous les groupes sociaux. Et nous allons maintenant examiner comment ces principes se manifestent dans les textes fondateurs du taoïsme et du confucianisme. Et commençons par le taoïsme, représenté principalement par Lao Tzu et Zhuangzi. Le cœur de leur pensée est la recherche de la voie, on dit Tao en chinois, qui est la loi fondamentale de l'univers. Et nous allons nous concentrer sur Tao Te Ching, le livre de la voie et de la vertu traditionnellement attribué à Lao Tzu. Et le concept central de la pensée économique taoïste est le Wu Wei et le gouvernement par la non-intervention. Pour Lao Tzu, l'intervention des dirigeants est contre-productive. Il préconise de réduire la régulation gouvernementale pour permettre le développement naturel de l'économie. Et c'est écrit en chinois, 治大国若烹小鲜, cette célèbre métaphore, c'est-à-dire gouverner un grand pays et comme cuire un petit poisson, illustre parfaitement le principe du wei. Lorsque vous faites frire un petit poisson, si vous le retournez trop souvent, il se désagrège. De même, un gouvernement qui intervient trop souvent, qui multiplie les lois et les décrets, ne fait que perturber l'ordre naturel et épuiser le peuple. La modération et la mesure sont les clés. Et Lao Tzu décrit sa vision de la société idéale dans le chapitre 80, un passage souvent cité comme l'idéal économique taoïste, le petit État à population réduite. Il imagine une société où les gens se contentent d'une vie simple, où ils reviennent à l'usage des cordes nouées, où ils trouvent tous leur nourriture, beaux leurs vêtements, paisibles leur demeure, joyeuses leurs coutumes. Cet idéal reflète le scepticisme de Lao Tzu envers l'expansion économique et la complexification de la division du travail. Il y voit une source de désir et de conflit. Le modèle est celui d'une économie naturelle autosuffisante, limitant les activités à la satisfaction des besoins fondamentaux pour éviter les désordres sociaux. Et le Wu Wei n'est pas resté une simple théorie. Son importance est telle qu'il a été inscrit dans la cité interdite, comme on le voit sur cette image du pavillon de l'Union. C'est un des principes politiques fondamentaux qui doit quitter un gouvernement idéal. Parfois, ne pas agir est plus efficace qu'agir. Il faut souligner que la non-intervention du Tao Te Ching ne signifie pas l'inaction totale, mais l'absence d'action inconsidérée et d'intervention forcée contre les lois naturelles. Et le chapitre 57 exprime clairement les effets bénéfiques du Wu Wei sur l'économie et la société. Je pratique le non-agir et le peuple se convertit de lui-même. J'aime la quiétude et le peuple se rectifie de lui-même. Je m'abstiens de toute occupation et le peuple s'enrichit de lui-même. Je me dégage de tout désir et le peuple revient de lui-même à la simplicité. Si les dirigeants n'agissent pas inconsidérément, le peuple s'enrichira naturellement. Cette pensée fut mise en pratique au début de la dynastie Han avec la politique de repos, le repos pour le peuple, réduisant les impôts et les corvées. Une période connue sous le nom règne prospère de l'empereur Wen et l'empereur Qing.
Bien qu'il ait des similitudes avec le laisser-faire moderne, les fondements philosophiques et les contenus spécifiques sont différents parce que c'est l'Antiquité et en Chine. Et Lao Tzu adopte une attitude particulière envers la richesse, insistant sur le contentement et la réduction des désirs privés. Il n'y a pas de plus grand malheur que de ne pas savoir se suffire, pas de plus grande calamité que le désir d'acquérir. Il critique la poursuite illimitée de la richesse, considérant l'expansion des désirs comme la source du malheur individuel et des troubles sociaux. Il avertit, si une salle est remplie d'or et de pierres précieuses, personne ne pourra les garder. Richesse et arrogance apportent inévitablement le malheur. Et le souverain doit guider les sujets vers une forme de sobriété, de modération dans la façon de consommer pour éviter l'asservissement par les désirs matériels. Et le principe du Wu Wei s'applique donc aussi à la politique économique. Le vieux maître était opposé à une intervention de l'État dans l'économie. Il affirmait, plus les lois multiplient les prohibitions et les défenses, et plus le peuple s'appauvrit. L'excès de régulation étouffe initiative et la vitalité économique du peuple. Si Lao Tzu, on dit tout à l'heure, si Lao Tzu s'inquiétait d'un excès de régulation, il avertissait aussi contre un excès d'impôts, contre une pression fiscale excessive sur les sujets du royaume. Et le chapitre 75 du Tao Te Ching analyse les causes de la misère populaire. Si le peuple a faim, c'est que ses dirigeants perçoivent trop d'impôts. Et si le peuple est difficile à gouverner, c'est que ses dirigeants agissent trop. Ce passage lie directement la question fiscale à la morale des dirigeants. Si les dirigeants réduisent leurs désirs et ne cherchent pas le luxe, ils n'auront pas besoin d'impôts lourds. En résumé, la pensée économique du taoïsme, telle qu'exprime dans le Tao Te Ching, est une mise en garde contre l'excès d'intervention de l'État dans l'économie, qu'elle soit fiscale ou réglementaire. Le principe du Wu Wei est une doctrine de laisser-faire tempérée visant à l'harmonie sociale pour la simplicité et la modération. Et passons maintenant au confucianisme, dont l'influence sur la Chine impériale est immense. Et en fait, le terme confucianisme en tant qu'école de pensée provient de la transcription latine du nom de Confucius, c'est-à-dire maître Kong, Kongfuzi en chinois, et fait référence bien sûr à la figure du Confucius lui-même. Cependant, en réalité, comme nous l'avons mentionné, le confucianisme désigne un vaste système de pensée qui s'est transmis pendant plus de 2 millénaires et qui a été développé et interprété par de nombreux penseurs ultérieurs. À présent, nous allons apporter un exemple de la pensée économique du confucianisme pré-Qin, celle de Confucius, qui est présente dans les entretiens et qui se concentre sur la relation entre l'économie et la morale. Et Confucius était avant tout un penseur, un éducateur et un homme politique, et non un économiste spécialisé comme mentionnait mon collègue Alexandre. Et comme les penseurs dans la Chine impériale, les idées économiques de Confucius constituent une partie organique de son système de pensée global. Et la pensée de Confucius touche également à de nombreux aspects économiques, mais compte rendu du temps qui nous est imparti, nous nous concentrerons ici sur un point essentiel, sa conception de la richesse. Euh, et à l'instar de Lao Tzu, Confucius s'inquiétait de l'augmentation de dépenses publiques et de la hausse des impôts. Il condamnait la consommation ostentatoire. Cependant, il a apporté une nuance importante.
Il mettait en garde contre une frugalité excessive, affirmant qu'elle devait s'exercer dans certaines limites, selon le principe selon lequel la frugalité ne doit pas contrevenir aux convenances rituelles. L'ordre social confucéen exigeait un haut niveau de décence et de respect des rites. Sur le plan personnel, Confucius prônait une attitude de vie fondée sur le contentement et l'acceptation sereine de la pauvreté, soulignant que même dans les conditions matérielles modestes, on pouvait conserver une plénitude et une sérénité spirituelle. Cependant, l'attitude confucienne face à la pauvreté ne signifiait pas que chacun devait mener une vie frugale. Il s'agissait plutôt d'une exigence de perfectionnement moral destinée à certains groupes dans des contextes particuliers. Pour les lettrés en quête de la voie, Confucius avertissait: un lettré qui aspire à la voie, mais qui a honte de porter des vêtements grossiers et de manger une nourriture frugale, ne mérite pas qu'on discute avec lui. Autrement dit, les lettrés ne devraient pas renoncer à leurs idéaux pour des raisons matérielles. Cela n'impliquait toutefois pas la négation du désir légitime d'améliorer ses conditions de vie. Confucius lui-même reconnaissait que, selon son statut social, certaines conditions matérielles étaient appropriées. Si je suis à la suite d'un grand officier, je ne peux pas marcher à pied. Il reconnaissait ainsi que jouir d'un niveau de vie adapté à son rang répondait aux exigences même des rites. Chaque statut devait respecter les normes matérielles de l'ordre rituel. Et Confucius reconnaissait pleinement le rôle fondamental de l'agriculture pour la société. Il soulignait le principe d'utiliser le peuple selon les saisons, afin de ne pas réquisitionner la main-d'œuvre pendant les périodes d'activité agricole intense. Il s'opposait à ce que la classe des lettrés participe directement au travail productif, parce que la responsabilité des lettrés réside dans la maîtrise de l'art de gouverner l'État, dans l'éducation morale du peuple et dans le maintien de l'ordre par la promotion de la bienveillance et des rites. C'est la division du travail entre ceux qui gouvernent et ceux qui produisent. Le cœur de la pensée économique confucienne réside dans la question de la relation entre justice et le profit. Confucius avait peu de considération pour ceux qui cherchent le profit, sans égard pour la morale. Il propose: l'homme de bien comprend ce qui est droit et l'homme de peu comprend ce qui est profitable. Il est important de rappeler que dans ce contexte, le terme Junzi, c'est-à-dire l'homme de bien, et Xiaoren, c'est-à-dire l'homme de peu, renvoie d'abord à des rôles sociaux différents et à un degré distinct de cultivation personnelle, plutôt qu'à une simple opposition morale entre le bien et le mal. Et le Junzi, homme de bien, c'est le lettré cultivé, celui qui assume des responsabilités dans la société. Et Xiaoren, homme de peu, au contraire, représente surtout le peuple ordinaire, ce qui se consacre au travail productif. Et pour Confucius, comme on a dit tout à l'heure, les lettrés doivent suivre les principes de la voie morale et placer la justice au-dessus de l'intérêt matériel. Et quant aux gens du commun, préoccupés avant tout par leur subsistance, il est naturel qu'il accorde une place prioritaire à l'intérêt. Et dans son esprit, la quête du profit doit respecter un idéal de justice. Une distribution équitable des revenus parmi les membres de la société peut stabiliser les esprits et gagner le soutien du peuple, maintenant ainsi un ordre social stable. Et Confucius exprime une vision du développement d'un pays dans ce dialogue célèbre avec son disciple Ran You. Et Ran You demande à son maître: et puisqu'ils sont nombreux et le peuple est nombreux, que faut-il faire? Et le maître répond: enrichis-les. Et Ran You insiste: puisqu'ils sont enrichis, que faut-il faire? Le maître conclut:
éduque-les. La vision est claire. L'enrichissement du peuple est la première étape nécessaire pour le développement social, mais il doit être suivi par l'éducation morale et culturelle. L'économie est un moyen, non une fin. Donc, en ce qui concerne la recherche de l'enrichissement personnel, Confucius n'y opposait pas, mais affirmait qu'elle devait être limitée par certains principes. Ces principes peuvent être résumés en 4 mots-clés. Et le premier est la voie confuciane. Les richesses et les honneurs dépendent des hommes. Si vous ne pouvez les obtenir par des voies honnêtes, ne les acceptez pas. La richesse n'est légitime que si elle est acquise moralement. Et la deuxième est le moment opportun. Lorsque l'État suit la voie juste, y demeurer pauvre et humble est une honte. Lorsque l'État s'écarte de la voie, y être riche et honoré est une honte. La moralité de la richesse dépend du contexte politique et de la justice du régime. Et le troisième est la destinée. Vie et mort ont leur destinée, fortune et noblesse résident dans le ciel. Cela exprime une forme de fatalisme qui tempère l'ambition excessive. Si la richesse ne peut être obtenue par des moyens honnêtes, il faut suivre ses propres inclinations, c'est-à-dire la culture morale. Et le quatrième et le plus important pour la stabilité sociale est l'équité. On ne craint pas la rareté, mais l'inégalité. On ne craint pas la pauvreté, mais l'instabilité. Confucius était bien conscient que de grands égards entre les riches et les pauvres aggravent inévitablement le conflit social. Sa théorie sur la pauvreté et la richesse est cohérente avec sa théorie de la justice et du profit. La justice produit le profit. C'est la justice qui produit l'ordre social, lequel permet aux individus de lancer leurs activités économiques qui engendrent le profit. Ces idées sont donc principalement politiques. La richesse et la pauvreté sont le résultat de facteurs politiques tels que le bon gouvernement de l'équité, je suis désolée, plutôt que le résultat d'activités économiques pures. Et pour conclure, il est pertinent de revenir à l'idéal confucien de la grande harmonie, tel que décrit dans le livre des rites. Bien qu'il y ait des débats sur l'attribution complète de ces passages à Confucius lui-même, il reflète néanmoins l'idéal social de l'école confucienne et s'inscrivent dans la continuité de sa pensée. Cet idéal décrit une société où la grande voie prévalait, le monde appartenait à tous. C'est un âge d'or où les hommes ne thésaurisaient pas les biens pour eux-mêmes, où la force n'était pas employée pour les seuls profits et où les plus vulnérables étaient pris en charge. C'est une utopie économique et sociale où l'intérêt collectif prime sur l'intérêt individuel. Cependant, Confucius savait que l'idéal de la grande harmonie n'était plus atteignable en son temps. Il proposait donc un modèle plus modeste, mais plus accessible, celui de la petite prospérité. Dans cette réalité, la grande voie s'est dérobée et le monde appartient désormais aux familles. Chacun travaille pour soi et conserve pour lui les biens qu'il produit. Les rites et la droiture deviennent alors les règles nécessaires pour maintenir l'ordre dans un monde où l'égoïsme et l'intérêt personnel tendent à dominer. Ainsi, la petite prospérité présente la part de réalisme, tandis que la grande harmonie demeure l'idéal social suprême. Et la manière dont Confucius articule cet idéal élevé avec une vision réaliste de la société est devenue l'une des caractéristiques essentielles de sa pensée. Et je vous remercie
pour votre attention et permettez-moi maintenant de céder la parole à mon collègue Alexandre. Merci ONG. Un, deux, un, deux. Merci ONG. Donc je reprends la parole pour parler du troisième et dernier courant de pensée qu'on a choisi de vous présenter ce soir, un petit peu moins connu, qui s'appelle le légisme. Le légisme a notamment été développé par Guanzhong sur votre gauche, qui a vécu entre 720 et 645 avant Jésus-Christ, il y a très très longtemps. Ensuite, donc par Shang Yang, entre 390 et 338 avant Jésus-Christ, au milieu. Et je termine, je vais toujours de gauche à droite quand je mets les photos. Le dernier, c'est Han Feize, qui a vécu entre 280 et 233 avant Jésus-Christ. Alors, quel est le cœur de la théorie légiste? Eh bien, il commence par affirmer que les êtres humains, vous et moi, nous sommes intrinsèquement égoïstes et court-termistes. Et de ce fait, il faut une réponse politique, il faut une réponse de l'État. Les institutions politiques doivent donc être développées en réponse pour modeler, contrôler les comportements des individus qui seraient donc intrinsèquement égoïstes et court-termistes. Dans le cadre légiste, l'harmonie sociale peut seulement être obtenue grâce au contrôle de l'État et à une obéissance absolue à l'autorité. Donc ONG vous a parlé des taoïstes et des confucéens, on était dans des pensées pré-libérales, et là on est de manière radicalement opposée chez des légistes qui recommandent une très forte intervention de l'État dans la société et a fortiori, on va le voir, dans l'économie. Donc là on est vraiment dans un cadre très étatiste, très interventionniste, et les légistes soutenaient un système de loi qui prescrit des punitions et des récompenses, ainsi qu'un État fort et puissant et une forte intervention de l'État dans l'économie. Nous pouvons souligner une différence entre deux traditions légistes, le légisme de l'État de Qi et le légisme des États de Qin et Jin. Commençons par l'État de Qi. Si vous voyez la carte, c'est le petit royaume ou duché qui se trouve à droite en orange. Okay, et Guanzhong était non seulement un théoricien, mais aussi un praticien de la politique économique, puisqu'il était le premier ministre du royaume de Qi sous le règne du duc Huang de Qi, qui est mort en 643 avant Jésus-Christ. Le duc Huang de Qi, c'est pas n'importe qui, c'est l'un des 5 hégémons, l'un des 5 plus importants souverains de la période des printemps et automnes. Bref, Guanzhong était son premier ministre et son rôle de premier ministre l'a conduit à affirmer théoriquement la prépondérance de l'État, en particulier sur les marchands. Les grands méchants dans le cadre théorique légiste, ce sont les marchands. Okay, donc l'État doit s'affirmer, affirmer son autorité sur les marchands. Et donc, de ce fait, Guanzhong recommandait un pouvoir central fort et même un système de planification étatique. Sur le plan intérieur, Guanzhong défendait l'instauration de monopoles commerciaux publics, c'est-à-dire de monopoles d'État. Ceci permettrait non seulement de réduire l'influence des marchands privés, mais aussi, par la même occasion, de maximiser les recettes fiscales obtenues par l'État, obtenues par la puissance publique. Sur le plan extérieur, Guanzhong préconise des opérations de guerre économique ayant pour but de déstabiliser les royaumes voisins. Vous vous rappelez de la carte? La Chine n'est pas unifiée, on est dans un système de concurrence entre des duchés et des royaumes. Et donc Guanzhong théorise l'idée de mettre en place des opérations de guerre économique. Que sont concrètement ces opérations de guerre économique? Il s'agit d'interventions de l'État permettant, provoquant de manière inopinée des hausses et des baisses imprévisibles des prix des denrées importantes. Donc on va déstabiliser les royaumes voisins en faisant monter ou baisser brusquement les prix des denrées. Guanzhong développe la métaphore ou la théorie du léger et du lourd qui est, oui, la première théorie de la monnaie. Le point de départ de cette théorie repose sur un principe très simple, vous en conviendrez, ce qui est rare est cher, ce qui est en abondance a un prix faible. Ainsi, pour Guanzhong, lorsqu'un bien est en abondance, il est dit léger et son prix baisse. Inversement, lorsqu'un bien est relativement rare, il est dit lourd et son prix augmente du fait de sa rareté. En conséquence, nous dit Guanzhong, les marchandises circulent des zones où elles sont légères vers les régions où elles sont lourdes. Pourquoi? Parce que les commerçants cherchent à vendre au prix le plus élevé. Donc les commerçants vont contribuer à ce déplacement des marchandises. Et la métaphore du léger et du lourd
vaut également pour la monnaie. Quand la monnaie est en quantité importante dans le royaume, elle est dite légère, sa valeur baisse et le prix des marchandises augmente, conformément à la relation inverse entre valeur de la monnaie et prix. Relation inverse entre valeur de la monnaie et prix. Quand vous avez une hausse des prix, c'est-à-dire de l'inflation, le pouvoir d'achat de votre pièce de monnaie, de votre billet de banque, diminue. Puisque le prix des biens augmente, vous pouvez acheter moins de biens et de services. À l'inverse, quand la monnaie est en quantité moins abondante, elle est lourde, sa valeur augmente et le prix des biens diminue. Quand vous avez de la déflation, les prix baissent, donc le pouvoir d'achat de votre billet, de votre pièce est de plus en plus important. Vous pouvez acheter plus de biens et de services. Et Guanzhong tire de ce raisonnement des stratégies de politique économique que je trouve, à titre personnel, très intéressantes. Guanzhong nous dit, vers 600 avant Jésus-Christ, quand la monnaie est lourde, l'État doit acheter des marchandises pour soutenir leur prix. La monnaie est lourde, donc les prix baissent, et donc l'État va avoir un rôle actif à jouer. Il achète des marchandises pour soutenir le prix de ces marchandises. Et lorsque la monnaie est légère, le gouvernement doit vendre des biens pour en faire baisser les prix, ce qui permet non seulement de réguler l'inflation, mais aussi de de récupérer des recettes fiscales. Aujourd'hui, vous avez les banques centrales qui luttent contre l'inflation, et Guanzhong, 600 ans avant Jésus-Christ, il avait déjà théorisé l'idée que le gouvernement avait un rôle à jouer en période d'inflation, donc le gouvernement qui vendrait des biens pour faire baisser les prix, pour réguler l'inflation, tout en récupérant des recettes fiscales. Pour le Premier ministre de Xi, un souverain habile est en mesure de stimuler la production intérieure en faisant varier ses prix et devançant les analyses de John Maynard Keynes, le grand économiste du XXe siècle, Keynes, le keynésianisme, les politiques de relance keynésienne. Donc devançant le keynésianisme de près de 2 millénaires, Guanzhong nous dit que le souverain peut jouer sur le niveau de la demande étatique pour influer sur les niveaux de production et de richesse. Je cite un passage du Guanze, l'ouvrage qui est attribué à Guanzhong. Il nous dit un souverain qui excelle à gouverner le pays peut contrôler les biens du pays en faisant monter ou baisser les prix pour réguler le marché, en le guidant par l'urgence ou la lenteur de ses demandes, donc modulation de la demande étatique, les revenus peuvent être centuplés. Sans prélever d'impôts sur le peuple, les ressources du pays seront inépuisables, comme les fleuves et les mers. C'est ce qu'on appelle contrôler les biens pour maîtriser le monde. Je passe sans plus tarder à l'autre tradition légiste, celle de Qin et Jin. Parmi les 7 principaux États de la période des royaumes combattants, regardez les 3 qui se trouvent au centre. Les 3 royaumes de Han, Wei et Zhou, les 3 Jin comme on les appelait, étaient géographiquement désavantagés puisqu'ils étaient petits et entourés, encerclés d'États puissants et qu'ils devaient survivre et prospérer au milieu d'une concurrence féroce. Et les activités et la mise en œuvre de l'école légiste des 3 Jin a principalement eu lieu à Qin. Je vous remets la carte, c'est le royaume qui se trouve tout à l'ouest. C'est pourquoi on parle de l'école légiste Qin-Jin. Les principaux représentants de l'école Qin-Jin étaient, toujours de gauche à droite sur les photos, Li Kuei, Shang Yang et Han Feize. Je m'attarderai sur les 2 derniers, qui sont les 2 plus importants. Shang Yang était premier ministre du royaume de Qin sous le règne du duc Xiao de Qin, qui aurait vécu entre 381 et 338 avant Jésus-Christ. Et les réformes radicales et puissantes de Shang Yang ont été décisives pour le renforcement du royaume de Qin, un siècle avant la victoire finale de Qin sur les autres royaumes. Donc c'est Qin qui a gagné cette guerre en 221 avant Jésus-Christ. Et les historiens considèrent que les réformes menées par Shang Yang un siècle avant ont été décisives pour le renforcement du royaume de Qin. Et celui sur votre droite, Han Feize, était à la cour de Qin pendant le règne du roi Zheng de Qin, le futur empereur Qin Shi Huang. Même s'il n'avait pas de responsabilité politique officielle, son influence a été importante à la cour pour le développement de la politique économique du royaume de Qin. Les légistes de Qin-Jin préconisaient l'établissement de lois écrites, claires et précises, prenant la loi comme fondement, gouvernant le pays par la loi et s'appuyant sur les récompenses et les punitions, ainsi que sur le pouvoir et l'influence pour assurer l'application des lois. Leur approche principale était d'encourager les 2 activités les plus importantes à leurs yeux, l'agriculture et la guerre. Nourrir le peuple et l'armée, faire la guerre dans un contexte de royaume combattant, dans le but donc ultime d'enrichir l'État et de renforcer l'armée. Les légistes chinois mettaient en garde leurs souverains respectifs contre, encore une fois, les marchands, qui sont perçus comme de potentiels ennemis intérieurs. Et quelle politique économique ils recommandaient de mettre en place? Tenez-vous bien. Eh bien, ils souhaitaient que le gouvernement fasse en sorte de réduire les profits des marchands afin de les affaiblir. Donc,
XXIe siècle, ça fait un peu bizarre de défendre une politique comme celle-ci, mais voilà, les légistes proposaient à leurs souverains respectifs de faire chuter les profits des marchands pour réduire leur influence politique. Dans le légisme, les deux activités les plus importantes étaient l'agriculture et l'armée, comme le théorisait Shang Yang. Quant aux personnes ordinaires, elles se livrent au commerce et à l'artisanat, utilisant ces moyens pour éviter l'agriculture et la guerre. Donc en gros, les gens qui font du commerce et de l'artisanat, c'est un peu une planque pour éviter d'aller travailler au champ ou de travailler dans l'armée. Lorsque tout cela est réuni, c'est un danger pour le pays. Si le peuple prend cela pour enseignement, son pays sera nécessairement amoindri. Et enfin, on approche de la conclusion, le système de punition et de récompense est l'une des pierres angulaires du corpus théorique légiste. Je veux dire par là une des choses les plus importantes. Pour les légistes, les bons comportements doivent être encouragés par des récompenses et les mauvais comportements doivent être découragés par des punitions. C'est Han Feize qui expose ainsi le cœur de la doctrine légiste. Il affirme gouverner par les châtiments, faire la guerre par les récompenses, donner des émoluments généreux et utiliser des stratagèmes. Voilà, c'était mon dernier slide sur les légistes. Donc ce soir, on vous a présenté des idées économiques très anciennes et on voulait vous montrer que la pensée économique est née en Chine, est née dans le monde chinois pendant les périodes très anciennes des printemps et automnes et des royaumes combattants. Elle s'est ensuite développée dans d'autres empires et sur d'autres continents. Mais voilà, les idées économiques sont nées avant tout en Chine et, comme on l'a vu ce soir, des interventionnistes, des libéraux, elles ont été diverses et variées. Merci beaucoup de votre attention. Merci. 45 minutes parfaitement de cherche. Donc voilà, si vous avez des questions, c'est le moment. Là, comme vous pouvez le voir, on a des experts. On peut d'ailleurs revenir sur ces trois courants de pensée, peut-être même d'autres qui n'ont pas été abordés dans la présentation, mais qui sont abordés dans le livre. Est-ce que vous avez une question? Il faut que je te donne le micro pour que la question soit. Mettez-vous là. Soignez un des micros. Vous avez parlé de la pensée économique chinoise et libérale et pré-interventionniste. Ma question elle est simple. Est-ce qu'on a des traces d'écrits, de mentions de penseurs occidentaux de ces pensées qui reprennent les penseurs chinois? Je prends ça. 1, 2, 1, 2. Oui, il y a un courant de pensée en France au XVIIIe siècle qui est composé des économistes libéraux français qui sont fascinés par la Chine, c'est les bureaucrates. Les bureaucrates, pour ceux qui ne connaissent pas forcément, c'est une école de pensée qui est organisée et structurée. Ils ont un chef, François Quesnay, le médecin et le conseiller du roi Louis XV. Ils se réunissent tous les mardis soirs chez Mirabeau, le père du Mirabeau de la Révolution française. Ils ont 2 journaux pour diffuser leur idée. C'est vraiment une école de pensée organisée et structurée et ils sont fascinés par la Chine. Vraiment, leur modèle, c'est la Chine. Et leur idée principale, c'est que la seule activité qui produit véritablement des richesses, c'est l'agriculture. Vous plantez un grain de blé, vous obtenez un épi de blé. La terre aurait ce pouvoir de multiplier les richesses. Et François Quesnay écrit même un livre qui s'appelle Le despotisme de la Chine. Alors, despotisme, il ne faut pas l'entendre dans un sens négatif. En fait, les physiocrates sont pour le libéralisme économique, mais pas pour le libéralisme politique. Ils sont pour un système qu'on appelle le despotisme légal, avec un pouvoir étatique très fort et qui encourage l'agriculture. Et pourquoi ils louent la Chine? C'est parce qu'ils considèrent que les emplois chinois à l'époque mettent en place une politique qui est très favorable à l'agriculture, de mise en valeur, de destruction de terre. Et donc, voilà, moi j'ai cet exemple-là en tête qui est vraiment très clair. Les physiocrates sont fascinés par la Chine. En particulier, François Quesnay, les groupes qui gravitent autour de François Quesnay sont clairement fascinés par la Chine. Alors, Keynes mentionnerait des consorts chinois. Keynes parle très peu de la Chine. Alors, dans sa jeunesse, il était favorable à la révolte des boxeurs au début du XXe siècle contre les impérialistes européens.
Et il avait rédigé un compte rendu d'un ouvrage en économie chinoise au tout début du XXe siècle. Mais à ma connaissance, ça n'a pas été il a été copié par les traités de Versailles, la Grande Dépression des années 30, la Seconde Guerre mondiale. Donc peut-être s'il avait vécu plus longtemps, peut-être qu'il n'y avait pas eu tous ces événements catastrophiques, il serait plus étendu sur le sujet, mais à ma connaissance, c'est pas autant. Hein. Si tu veux rajouter des Là, choses. tu dis un super intéressant. Merci. Quel parallèle on peut faire entre ces courants de pensée et ce qui se passe en Chine à point de vue économique et politique les 20 dernières années et en 2005? Bon, question super simple, hein, mais bon, Tu veux répondre c'est une histoire. Alors, moi, j'ai un élément de réponse. Euh, ce que Wenji m'a appris d'ailleurs quand on a bossé ensemble, on a passé 1 an sur le livre, puis on a bossé sur d'autres sujets aussi. Mais il y a un truc que Wenji m'avait appris, c'est que, en fait, on dit souvent que la Chine a adopté officiellement le confucianisme. Et Wenji m'avait fait remarquer, on a adopté officiellement le confucianisme-légisme. En fait, l'idéologie officielle de la Chine, c'est un mix de confucianisme et de légisme. Et à mon avis, on ne peut pas comprendre la Chine contemporaine sans comprendre ces deux courants de pensée. Pourquoi? Parce que la Chine a toujours eu une forte population. Et elle a été divisée, elle a dû renforcer ses structures étatiques, elle a théorisé l'idée d'un pouvoir central fort. Et euh, la Chine contemporaine, c'est une continuité de la Chine impériale. Il y a toujours eu en Chine un pouvoir central fort. Et quand ce pouvoir central fort a vacillé, le pays a été divisé. On a parlé des royaumes combattants, il y a eu ensuite les trois royaumes, etc. Donc, je pense que pour comprendre la Chine contemporaine, il faut comprendre cette théorie légiste, ces théoriciens dont les idées ont été adoptées officiellement et qui recommandaient une intervention très forte de l'État dans l'économie, le système de récompense et de punition, l'idée que les individus sont intrinsèquement pas forcément bons, mais qu'on a besoin de ce système de récompense et de punition pour modeler leur comportement. Je pense que c'est des choses qui peuvent nous aider à peut-être comprendre la Chine d'aujourd'hui. Peut-être tu veux compléter. Non seulement pour l'économie, mais je pense que beaucoup d'aspects dans la vie. Aujourd'hui, si on comprend l'histoire, si on comprend ces écoles, confucianisme, taoïsme, légisme, on peut mieux comprendre beaucoup d'aspects dans la vie réelle. Par exemple, dans l'entretien de Confucius, par exemple. L'entretien de Confucius, la première phrase est euh, apprendre et puis réviser souvent, ou bien il a plusieurs interprétations, hein, ou bien apprendre et pratiquer souvent de temps en temps et après quelque chose. Ces phrases comme là, maintenant on sait que c'est dans la réalité actuelle en Chine, on sait que les enfants ou bien la société chinoise, on pense que l'éducation est une chose très importante pour un enfant. Il est lié à cette sorte, au classique comme l'entretien de Confucius. La première phrase, il se concentre sur l'éducation. Et puis, par exemple, comme Alexandre a dit qu'après, dans la dynastie des Han, la pensée confucienne devient la pensée dominante. Et puis, comment devenir la pensée dominante, et surtout après la dynastie des Sui et Tang, c'est-à-dire le 7e siècle. Après le 7e siècle, euh, les examens impériaux. Et le contenu des examens impériaux sont les classiques confuciens. Donc, par ça, c'est aussi une façon de devenir un lettré fonctionnaire, surtout après la dixième le 10e siècle. Donc, c'est une façon de devenir, la façon principale de devenir les hauts dirigeants de l'État. Donc, le contenu de l'éducation et le confucianisme, aussi par l'éducation, tu peux changer ta vie.
Euh, je cite ce petit exemple pour illustrer comment Savard, ces trois pensées. Quand même, il a d'autres écoles aussi, mais puis, les trois écoles principales, ces trois pensées, c'est très important pour la vie réelle jusqu'à maintenant. Oui, on peut probablement regarder finalement, dans le modèle économique actuel de la Chine une synthèse de ces trois courants que vous avez décrits. Même finalement le New Way, la non-intervention, ça fait aussi partie du développement. Évidemment, on trouve la planification, on trouve évidemment la réglementation, etc., et le contrôle. Et puis évidemment les structures entreprises, etc. Donc, un rôle de l'État très pondérant. Mais il y a aussi une concurrence absolument effrénée. Il y a un marché quand même extrêmement ouvert. Et, donc il y a beaucoup de secteurs. Donc cette combinaison que l'on vit actuellement en Chine, à mon avis, c'est une bonne synthèse. Et c'est trois courants. Il y a un livre l'année dernière, je ne sais pas si vous l'avez lu, c'est Eugene, le professeur d'économie, c'est un London School of Economics. Il a essayé de décrire le modèle chinois, le modèle économique chinois. Et on dit que c'est l'économie socialiste et capitaliste, et un peu entre les deux. Voilà. Donc, j'écris en fait dans ce livre, pour faire allusion de façon que vous voyez toujours à toutes les grandes pensées. Mais finalement, c'est une synthèse de ces grandes pensées, en fait, à la fois avec les fonction de l'État, l'importance de l'État et la société libérale. Je pense que l'influence est visible en fait dans le reste aujourd'hui. Ma question, c'est de savoir si votre livre sera disponible ici, si on peut l'acheter en France, si on peut l'acheter en Chine, à Shanghai, ou il faut éviter où, et comment on peut se procurer. Alors, la maison d'édition est en Suisse. Il sera disponible en France et en Chine, je sais pas. On peut faire une commande auprès de l'éditeur si vous voulez. S'il y a éventuellement des gens qui veulent l'acheter. Il y a un gros problème dans ce livre, c'est son prix. Et c'est pas nous qui avons fixé le prix, c'est la maison d'édition. C'est un livre de 650 pages et il coûte 125 euros. Donc c'est plus pour des bibliothèques universitaires, mais bon, si jamais. Ouais, ouais. Non, mais voilà, mais malheureusement, son prix est un peu prohibitif. Mais le livre est d'ailleurs pas encore sorti. On n'est pas venu avec le livre. Enfin, on n'est pas venu pour vendre le livre, mais on est venu un peu pour discuter avec vous. Mais honnêtement, quand j'ai vu le prix, je me suis dit, bon, il va pas être vendu à beaucoup d'exemplaires. Mais s'il y a plusieurs personnes enfin, si vous le voulez, on peut essayer de trouver une solution et on peut demander à l'éditeur d'envoyer des exemplaires et on peut faire ça. Et voilà. Ah bah par exemple, ouais. Par exemple, ouais, ouais. Et comme il est vraiment cher, sinon peut-être en acquérir un et puis vous le passez de membre à membre. Des dédications de rien. Ouais, ouais. Ouais. Je voulais rajouter. Est-ce que la salle a encore d'autres questions? Oula, alors, on va commencer par le devant. Ouais, donc merci pour votre présentation. C'est très bien. J'ai deux petites questions. La première question sur les différences, les études sur le communisme, sur le taoïsme et sur le lénisme. C'est en général sur les pensées philosophiques, mais en termes d'économie, c'est pas beaucoup. Hein. C'est du coup pour votre thèse, quelle est la différence? C'est plus important, c'est votre choix. Oui. Et ma deuxième question sur
à l'époque impériale de la Chine, quelle l'école domine dans la vie économique. Oui, c'est le confirme, non. Oui, en termes d'économie, quelle école domine dans la vie économique en Chine à l'époque impériale? C'est le confucianisme, le légitisme ou le taoïsme? Oui, ça c'est ma question. Merci. Et pour votre première, merci d'abord pour vos questions. Et pour votre première question, pour les références, en fait, il y a des livres sur l'histoire de pensée tout au long de l'histoire chinoise, l'histoire de pensée économique chinoise, ça existe. On dit que quand on concentre sur l'histoire de pensée, hein, l'histoire de pensée chinoise, il existe aussi des livres sur ce thème-là. Par Ye Shichang, par exemple, on a cité tout à l'heure, et aussi les autres auteurs très connus. Il existe plusieurs bouquins. Et aussi, il y a aussi les recherches en langue étrangère, mais pas 100% tout au long de l'histoire, mais partielle, des quelques périodes, quelques années ou bien quelques courants de pensée. Ça, c'est une de ces sources quand on concentre sur la pensée économique, plutôt sur la pensée chinoise. Par exemple, on a aussi les débats entre Sima Guang et Wang Anshi. On a aussi, par exemple, les sons, pour les textes des sons, même, je pense qu'en français, ça n'existe pas beaucoup. Pour ce qu'on a choisi, ça n'existe pas de traduction en français. C'est nous, on a fait, on, ouais, on a fait la traduction. Et ces textes, comme on a dit, ce ne sont pas les experts spécialisés en économie, mais plutôt les très fonctionnaires ou les penseurs. Donc, pour moi, comme je fais mes recherches sur la pensée chinoise, donc c'est plus la pensée historique chinoise, donc c'est plutôt une partie de la pensée chinoise. Donc, comme ça, on peut trouver encore quelques références. Ouais, ça, c'est de mon côté et pour le côté d'Alexandre. Non, mais j'ai pas les références là. C'est quoi? C'est le légis- Non, les références. Pour le livre, je crois. C'est pour le livre. Pour la bibliographie? Euh, Non, non, mais j'ai plus toutes les références en tête, mais je peux vous les envoyer. Euh. Mais on a plein de références. La bibliographie, elle fait quoi? 20 pages, je crois. Je sais plus. Ouais, ouais. Je peux vous les envoyer. Vous en avez plusieurs, je crois. Mais ça sera pour la partie podcast. Il y a une question. Alors, théorie quantitative de la monnaie, donc il y a le raisonnement de Guanzhong. Et ensuite, vous parlez de la Chine ou en général? Après, j'ai plus de traces en Chine, mais ensuite, la théorie quantitative de la monnaie, elle se développe avec Aristote, avec Jean Baudin, avec Irving Fisher, Milton Friedman, etc. Mais en Chine, le raisonnement quantitatif, il apparaît chez Guanzhong et j'ai pas retrouvé de mention après. Euh, Si, dans l'école de Yongjia, c'est une école libérale, c'est notre partie 5. L'école de Yongjia, donc le chef de file, c'est Ye et ils sont influents à Hangzhou, qui est la capitale des Song du Sud. Et Ye il a un raisonnement quantitatif. Et il dit que s'il y a trop de monnaie dans l'économie, c'est pas bon. Donc il a un raisonnement un peu théorie quantitative de la monnaie. Et il anticipe aussi la loi de Gresham, la mauvaise monnaie chasse la bonne. Si vous avez une monnaie or et une monnaie argent. La monnaie or est théorisée, gardée à la maison et seule la monnaie argent circule. Et lui, c'était l'opposition à la monnaie papier. Si vous avez monnaie papier et monnaie de cuivre, la monnaie papier va circuler, le cuivre sera thésaurisé.
Voilà, c'est à peu près tout ce que j'avais sur le raisonnement quantitatif. Et j'ai des compléments de réponse pour la question de tout à l'heure, on avait parlé des physiocrates et de Keynes, mais entre les deux, il y a Adam Smith, je me souviens, qui parlait de la Chine en termes pas très élogieux dans la richesse des nations. Il ne voyait pas la Chine comme un miracle économique ou une puissance économique en devenir. Marx parlait de la Chine pendant les guerres de l'opium, enfin, soutenant la Chine et disant que les puissances impérialistes essayaient de forcer son marché intérieur. Et s'il y a une économiste qui a un lien très fort avec la Chine, c'est une économiste keynésienne, post-keynésienne, qui s'appelle Joanne Robinson. Pour ceux qui connaissent, voilà, c'est une économiste britannique. Elle a écrit 3 bouquins sur l'économie chinoise. Elle a fait, je crois, 6 voyages en Chine. Elle avait serré la main du président Mao à l'occasion d'un anniversaire de la révolution de 49 sur la place Tiananmen. Donc, Joanne Robinson était fascinée par l'Inde et la Chine. Elle allait en Inde chaque année et elle est allée en Chine 6 fois ou 8 fois, je ne sais plus exactement. Elle a consacré 3 bouquins à la Chine. Donc, si vraiment vous voulez une économiste occidentale qui s'est beaucoup intéressée à l'économie chinoise, c'est Joanne Robinson, une économiste britannique, keynésienne, post-keynésienne. Voilà. Si vous avez le temps, on peut prendre Non, encore des questions. non, on va continuer les questions. Non, 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 parce qu'il y a toute une idée Ah, ouais, de manger, de boire, et puis ouais, on peut ouais. continuer à parler quand même Ok, ok. autour de ça. Donc on va d'abord les applaudir parce que ils ont quand même fait une présentation assez exceptionnelle et ce n'est qu'une partie du livre à plus de 100 euros. Donc voilà, 125, on va voir ce qu'on peut faire pour faire des commandes ensemble. Alors, juste pour vous rappeler qu'on a un super site internet, histoire-chine.fr. Vous pouvez retrouver nos dernières publications. Dans les tout derniers, on a un interview, enfin un podcast, comme on dit aujourd'hui, avec Maxime Guérin pour parler de Pelliot, Paul Pelliot dans les grands sinologues. C'est un personnage. Voilà, on a aussi dernièrement quelques articles, quelques recherches, un autre podcast sur l'expédition française de Formose, etc., etc. Ça vous permet de voir un peu la diversité des sujets qu'on touche. Et donc, qu'est-ce qui arrive bientôt? On a, à la fin du mois, dans plus très longtemps, ça doit être dans une dizaine de jours, une visite avec Clarisse dont on parlait tout à l'heure. Là, on va du côté de la vieille ville, donc du côté du Jardin Ur. Je vous recommande d'y aller parce que bientôt, il n'y aura plus rien. Donc, le 23 novembre, c'est un dimanche à 9h30 le matin, visite avec Clarisse. Ensuite, on va avoir une conférence dont c'est pas encore totalement validé. On va peut-être parler des concessions et de système des concessions à l'époque au 19e siècle et au 20e siècle. On va parler de ça probablement au consulat du Luxembourg dans moins d'un mois. Donc, c'est à confirmer normalement dans les heures qui viennent, vous aurez une confirmation de ce sujet-là. Et puis ensuite, on pourra tous partir en vacances à Noël pour aller boire et manger, ce qu'on va faire maintenant tout de suite. Merci.